Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea. Dans cette émission, vous allez être content, on ne va pas revenir que sur télé-réalité étant donné que vous allez voir que j'ai dégoté pas mal d'actu hors télé-réalité et pour celles qui sont en rapport avec la télé, comme d'habitude, nous parlerons aussi de sujets de société. Je suis très content de vous retrouver ce dimanche pour cette émission qui risque d'être à peine plus courte que les deux dernières. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai pas envie de me forcer à chercher des actus qui sont pas forcément intéressantes à traiter, juste pour combler le trou si jamais la vidéo dure 40 minutes à la place d'une heure. Pour aujourd'hui, on va parler beaucoup de sujets touchy. On va parler maltraitance animale, on va aussi parler harcèlement. Vous allez voir au fil de la vidéo que les actualités vont s'enchaîner, mais qu'elles sont un peu toutes liées entre elles, j'ai l'impression. J'espère que vous êtes contents de me retrouver et que vous avez passé un bon dimanche. Je vous laisse liker la vidéo d'ores et déjà, la commenter avec un petit commentaire me disant ce que vous portez, comment vous allez, si vous êtes en train de faire à manger ou le ménage, étant donné que je sais que beaucoup d'entre vous me regardent pendant vos tâches quotidiennes. Donc n'hésitez pas juste à mettre pause et à me dire un petit coucou dans les commentaires avec le hashtag MTT. Je vous laisse aussi vous abonner à cette chaîne, on vient de passer les 37 000 abonnés, je vous remercie énormément. Je pense que Mix the Tea aide vraiment à grandir cette chaîne et je suis vraiment content que cette émission vous plaise. Et sans plus tarder, j'ai envie de vous dire qu'on va prendre la vraie tasse avec le vrai café car oui, celle-ci est toujours vide. Je vous laisse là et je vous retrouve juste après le générique. Avant toute chose, je voulais commencer par faire une petite mise au point, car dans la vidéo que j'ai sortie ce mercredi sur ma chaîne qui traite de tout le scandale Émilie Amar, je vous ai parlé d'une vidéo de Sarah Frézou que je n'avais pas pu visionner. Depuis, j'ai pu la voir parce qu'elle est sortie publiquement et notamment sur l'émission Aja, donc l'émission Au jour d'aujourd'hui tenue par Sam Zira. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient beaucoup de choses par rapport à Aja, vous avez beaucoup de critiques en fait, et je voulais savoir si vous voudriez qu'on traite de Aja un jour sur cette chaîne. Je sais pas comment faire et j'ai pas envie non plus que ça soit quelque chose qui est à charge parce que je vois beaucoup de critiques négatives en ce moment, mais si jamais vous avez envie de parler, d'avoir une parole, n'hésitez pas à venir m'en parler, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais enfin bref, Sarah Frézou a eu des propos très choquants sur son compte Snapchat, je vous laisse écouter. Je suis désolée, en dehors d'être trompé, en plus de ça, vous apprenez que votre mari a une tendance pour les transsexuels, pour les gays ou peu importe, hein. Mais c'est incroyable de réfléchir comme ça. C'est incroyable de partager la vie d'une femme alors que vous êtes en train de la tromper et en plus de ça, elle apprend que votre sexualité n'est pas celle que vous lui avez vendue dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, il y a des couples bizarres, t'as vu, il y a des couples, ils sont libertins, il y a des couples, ils sont bi, il y a des couples, il y a des couples gays, il y a des couples qui aiment les transgenres, il y a beaucoup de variétés de personnes sur ce monde. Mais soyez clairs dès le départ. La pauvre, frère, je regarde ses stories, je suis choquée. Le mec, il regarde des films de boules et... Oh, comme vous l'avez entendu, ce qui est dit dans ces stories est quand même très grave et c'est à souligner, elle est suivie par énormément de personnes, elle peut pas donner ce genre d'exemple et ce genre de paroles, il faut faire très attention parce qu'elle catégorise quand même beaucoup de relations, d'orientation sexuelle et autres, comme bizarres, etc. Et je pense que c'est pas à faire en fait, tu ne fais pas ça sur tes réseaux sociaux et je voulais vraiment le rappuyer là parce que du coup ma vidéo sur Émilie j'ai l'impression qu'elle est incomplète et je voulais vraiment vous le dire parce que toute ma communauté Discord m'avait parlé de cette vidéo, je n'avais pas eu le temps de la visionner avant mon tournage, c'est la raison pour laquelle je vous en parle maintenant et d'ailleurs du côté des internautes on pouvait dire ceci. Sarah Frézou qui dit qu'il y a des couples bizarres en parlant de couples bisexuels et homosexuels alors qu'elle s'est mariée 5 fois pour le gâteau. Ou encore Sarah Frézou qui parle de couples bizarres en parlant des gays alors qu'elle a 7 mariages à son actif, c'est trop, tes mariages qui durent un snap dosé. Donc ça c'était un petit peu pour la mise au point de la semaine, on va tout de suite passer au top actu. Vous allez voir qu'il est chargé parce que j'ai principalement regroupé la télé-réalité là-dedans parce que c'était des petites actualités comme ci comme ça et je me suis dit que mettre ça dans le top actu ça pouvait être pas mal. Premièrement, je vous en ai parlé sur Instagram, mais je voulais quand même revenir dessus, la rupture Maïsan et Emine qui m'a fait beaucoup de peine. Pour un peu de contexte, Maïsan a participé à la 4e saison de 10 couples parfaits. Là-bas, elle va rencontrer Alan Gage, le cousin de Kevin Gage. Ils vont avoir tous les deux une belle relation, mais malheureusement, elle va aussi être très mouvementée parce qu'ils se sont séparés et réconciliés à plusieurs reprises. Finalement, ils vont rompre pour de bon et ils vont se retrouver sur un tournage qui vient de terminer sur TFX, La Bataille des Clans.
D'ailleurs, évidemment, ma vidéo est toujours en privé. Je devais la sortir ce vendredi. Je ne sais pas si je l'ai sortie parce que je pense laisser un blanc ce vendredi pour me permettre d'avoir un peu d'avance pour mes vacances de Noël. Donc je sais pas, si elle est sortie, je vous la mets dans le petit. Sinon, elle sortira certainement lundi ou mercredi prochain. Enfin bref, dans cette émission, la bataille des clans qui vient donc de se terminer sur TFX, Maisan va avoir un petit crush, voire un gros crush en fait, sur l'assistant de Jazz Korea, donc de la GLC Family, Emin Star. D'ailleurs, pour parler un peu de Jazz par rapport à cette relation, quand les deux ont vraiment commencé à se rapprocher, Jazz n'était pas vraiment ok avec cette relation. Elle disait qu'elle se sentait très frustrée et que c'était son Emin et qu'elle ne voulait pas le partager avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont été gênés par ces séquences, moi y compris, je vous avoue. Au début, je trouvais ça mignon, mais après, on dirait vraiment qu'elle voulait avoir le contrôle sur Emin et j'ai pas trouvé ça foufou. Mais je ne suis pas le seul parce que j'ai pu relever sur le site Blasting News quelques réactions des téléspectateurs quant à ça et on pouvait lire: Emin, au fond, est un bon gars, mais il se laisse beaucoup endoctriner par Jazz. Emin, on dirait que c'est le 4e enfant de Jazz. Jazz, elle est trop malsaine avec Emin. Est-ce que Jazz veut se taper Emin aussi ou quoi? Elle est pire qu'un chien de garde. Mais Jazz aujourd'hui doit être sur un petit nuage, enfin quoique je dis ça avec des pincettes évidemment, c'est juste pour vous annoncer l'actualité qui est la rupture, mais je pense sincèrement qu'elle a quand même un peu de mal au cœur pour son ami, enfin du moins je l'espère. Mais Maisan, elle, a annoncé la rupture du couple avec Emin sur Instagram. Ça faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble et le couple a décidé de faire une sorte de break. Je vous ai un peu montré ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce qu'elle était en larmes dans ses stories, etc. Elle s'est confiée à sa communauté, je vous ai fait un petit condensé de tout ça, je vous laisse écouter. Ben, on a quelques galères qui font que je peux pas le rejoindre à Dubaï et lui il peut pas me rejoindre en France. Du coup ça fait que on peut pas se voir et on va pas pouvoir se voir ce mois-ci et je pense pendant quelques semaines et du coup je pense qu'on a décidé que on devait mettre un terme pour le moment parce que c'est trop galère les relations à distance et que ça me fait de la peine et je pense que ça lui fait de la peine à lui aussi. Je vois dans mon fil conducteur que j'ai écrit, je pense que vu que j'ai écrit ça mardi, dans Aja, ils vont revenir dessus et ils vont se poser la même question que moi. Il me semble pas qu'ils soient revenus dessus sur l'émission Aja, j'étais là et il me semble pas qu'ils soient revenus dessus. Mais si jamais je vous pose cette question, est-ce que ce break n'est pas un petit peu en rapport avec le tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui arrive? Personnellement, je ne pense pas, mais c'est quelque chose qui est revenu sur les réseaux sociaux, des questions des internautes qui se demandent pourquoi est-ce que comme par hasard, il y a un break et on sait qu'il y a le tournage de La Villa des Cœurs Brisés qui arrive. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on verra certainement Carla à l'intérieur. Mais tout ça pour vous dire que vu que les deux sont sur TFX, peut-être que ça peut être une des raisons. Mais moi j'ai vu Maisan en pleurs et je pense pas sincèrement qu'il joue là-dessus. Mais comme vous l'avez compris, cette rupture elle est surtout parce qu'ils n'arrivent pas à se voir, ils habitent trop loin, il y a toujours des problèmes. Moi j'ai trouvé ça vraiment triste et ça m'a beaucoup peiné, même si je les connais pas, enfin voir des gens tristes, pardon, ça me fait toujours un peu de peine, je suis désolée si ça en dérange certains. Mais je pense pas vraiment à un tournage non plus parce que j'ai l'impression qu'Emin il ne fait pas beaucoup de tournage et de télé-réalité à part la GLC Family ou quand ils sont là, donc je ne sais pas trop. En tout cas, Maisan, elle peut compter sur beaucoup de soutien. On a premièrement vu Carla qui a posté une story en disant toujours là pour elle, je suis trop triste, je vais venir avec popcorn, chocolat, soda et chips, on va se faire un week-end entre filles pour te remonter le moral, love you. Elle va finir comme sur la photo, c'est promis, avec un grand sourire, je vais lui faire mes meilleures blagues. Donc c'est extrêmement mignon. Maisan avait d'ailleurs répondu à la story en disant ayez une bonne meilleure amie, je vous jure, il y a que son message qui a réussi à me faire rire toute la journée. Quelques temps après, il y a Emin qui a pris la parole, mais je voulais encore appuyer le soutien de Maisan parce que j'ai vu aussi une story de sa part où elle partage une photo avec Shahan, donc une amie à elle, et je pense que oui, elle est bien soutenue. Mais Emin a également tenu à prendre la parole. Je pense qu'il est autant peiné qu'elle, parce que pour moi, cette rupture, enfin ce break est totalement vrai, et je pense qu'il est autant peiné qu'elle. Et en gros, il a demandé à sa communauté qu'on respecte son silence parce que lui, il n'a pas forcément envie d'en parler sur les réseaux sociaux, chose qui est totalement à respecter, je trouve, et il demande qu'on respecte son silence et qu'on ne cherche pas plus à comprendre ce qui se passe, du moins du côté de Emin qui lui ne veut pas parler. Il dit on m'a dit que le premier amour faisait mal, et je trouve que c'est une belle phrase quand même parce que ça montre qu'il a vraiment aimé Maisan. Et si vous voulez les stories complètes d'Emin, on pouvait lire merci pour vos messages la mif, même si j'arrive pas à tout lire, ça fait quand même chaud au cœur de se dire que des personnes que je ne connais pas soient aussi bienveillants avec moi. J'arriverai pas à m'exprimer moi perso, mais je vous demande de respecter mon silence à ce sujet. Je veux pas laisser les réseaux prendre le dessus, c'est déjà assez dur comme ça. Et sans compter les petits haineux qui savent quoi cracher sur ceux qui ne le connaissent pas. Et moi, je trouve vraiment que c'est un beau message de la part de Emin de montrer que, ben oui, on peut souffrir sans vouloir forcément en parler sur les réseaux sociaux. Il montre aussi qu'il y a des communautés qui sont vraiment un grand soutien, et je le rappuie ici, mais franchement, il y a des personnes sur Internet qui sont vraiment d'un énorme soutien
pour les créateurs ou influenceurs, parce que là c'est un influenceur, enfin un candidat de télé-réalité, bref, beaucoup de catégories, mais tout ça pour dire que je trouve ces stories touchantes et c'est pour ça que personnellement je suis peut-être trop naïf, mais j'arrive pas trop à croire à un tournage. Finalement, c'est Myson qui prendra la parole quelques minutes avant mon tournage. J'ai réussi à avoir sa story, je vous la lis. J'arrive pas trop à vous faire du contenu mes stars pour des raisons évidentes. Je suis vraiment super triste et surtout je ne préfère pas ouvrir mes réseaux plutôt que de voir ma relation détruite à pas grand chose quand personne ne sait à quel point on tient l'un à l'autre, Émile et moi. J'ai peut-être réagi excessivement, mais je suis comme ça, j'ai du mal à me contenir. Quand je suis très triste, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, mais en tout cas je me suis rendu compte que mon malheur a fait le bonheur des autres et même certains avec qui je travaille. Bref, je vous promets d'essayer de revenir vite et en échange je vous demande d'être cool avec Émile Star en attendant parce qu'il n'est pas fautif dans l'histoire. Désolé pour la disserte, j'aurais dû faire un bac L, love. Elle a toujours sa répartie et moi personnellement ça me touche, tu vois, parce que je sens que c'est vrai, j'espère vraiment pas me tromper. Myson a juste pris la parole de base pour annoncer la chose, mais je pense sincèrement qu'ils n'ont pas envie que ça se règle en public, donc je pense qu'il faudrait un peu les laisser. Moi je voulais juste partager l'actualité et j'espère qu'elle a pu vous intéresser. On passe à la prochaine. Finalement, de nouvelles stories ont pointé le bout de leur nez. Emin a décidé de prendre la parole en vidéo et Myson a une fois de plus réagi. Je vous ai fait un petit magnéto. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de story. C'est vrai que justement, moi c'est tout le temps le sourire, la bonne humeur, etc. Mais là, c'est vrai que ces derniers jours, ils ont été compliqués pour moi. Vraiment compliqués. Genre, j'ai découvert une sensation que je connaissais pas. Et du coup, recevoir des messages de haine, ça aide pas du tout. Il n'y a pas eu de salle, vraiment. Ça a été fait, je pense, à contre-cœur de sa part. Et si Dieu a fait ça, c'est que y a une raison. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je lui en veux pas du tout. Vous savez, Myson, c'est une très belle personne. Elle est gentille, elle a un grand cœur. Elle a ses défauts. Elle a ses défauts comme tout le monde. Mais ça reste vraiment une très très belle personne et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je suis toujours là, en fait. Toujours là. Je n'ai pas bougé d'un centimètre depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Si vous voulez savoir la vérité, je dors là, en fait. Je dors là, sur mon canapé, depuis 3 jours. C'est pitoyable. Je le sais, tout à l'heure, Chad m'a dit que je faisais pitié. Donc voilà, sauf que je vois que tout le monde est heureux, que ça va bien pour tout le monde, que les gens ont le sourire. Mais là, c'est vrai que ces derniers jours, ils ont été compliqués pour moi. Vraiment compliqués. A few moments later. Quand j'ai demandé sur YouTube et sur Instagram des actualités que vous voulez que je traite, cette phrase n'est toujours pas française. Si quelqu'un a la correction de cette phrase, mettez-le moi dans les commentaires parce qu'à chaque fois ça me fait mal aux oreilles moi-même, mais je n'arrive pas à conjuguer cette phrase. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un update sur Carla Mauro. Donc j'ai fouillé un peu et on va un peu revenir sur tout ça. Comme vous le savez, Carla Mauro et Kevin Gage se sont séparés officiellement. Après moins d'1 an de mariage, le couple n'est plus ensemble. Carla avait d'ailleurs pris la parole et avait expliqué tout ce qu'elle pensait dans plusieurs stories. Elle disait « Je suis prête à tout vous dire, je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais pourtant inévitable. J'imagine forcément ma vie avec un tout autre avenir que celui que je m'apprête à vivre, mais je suis confiante. Ruby est ma force et je ferai tout pour son bonheur, lui apporter le meilleur avenir et la préserver coûte que coûte. » Ça avait vraiment fait l'effet d'une bombe, je vous en avais parlé énormément sur à peu près toutes mes vidéos qui revenaient d'actualité. Carla avait même taclé Cynthia qui était en rumeur de pré-couple avec Kevin. Elle disait des choses comme « Je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme », elle ne voulait plus être assimilée à ce genre de personnes et de ce milieu, mais Carla en dira un peu plus en ce moment sur son avenir. Elle dira qu'elle commence à faire des choses qu'elle ne faisait pas ou qu'elle ne faisait plus, comme lire des livres, prendre le temps de se faire belle pour elle, etc. Elle veut se remettre sur les rails et évoluer. Elle dit qu'elle veut même se remettre au sport et qu'elle veut essayer d'aller de mieux en mieux et d'être une meilleure version d'elle-même. Elle dira des choses comme « Je veux me découvrir en tant que femme, apprendre à m'aimer et aussi parce que je pense que c'est important ». Il y avait aussi des mots un peu plus sombres que j'ai voulu relever parce qu'en effet, elle avoue ne pas s'être toujours aimée dans le passé et elle dira également que ça fait quelques mois qu'elle apprend à s'aimer elle-même et vraiment à s'apprécier, à passer du temps avec elle. Et j'ai souligné quelque chose, elle a dit ça fait quelques mois, donc j'ai envie de vous demander, est-ce que la rupture a vraiment eu lieu avant et est sortie maintenant, comme ce que beaucoup de gens disent en fait, c'est ce que beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux, etc.
que cette rupture a eu lieu beaucoup de temps avant, qu'il y avait le fameux contrat où Kevin pouvait aller voir ailleurs, etc., mais qu'ils restaient ensemble pour Ruby et pour les contrats et l'image, et que vu qu'aujourd'hui tout ceci est enfin officiel, ben, ils peuvent le dire. Je ne sais pas quoi en penser, mais Carla finira par dire: petit à petit j'essaye d'évoluer et je pense que j'évolue de la bonne manière. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que la rupture a eu lieu avant et qu'on en a entendu parler après en tant que viewers en fait, ou est-ce que vous pensez sincèrement que la rupture a eu lieu en même temps que la bombe a explosé et que Carla juste veut apprendre à reprendre ses activités, à passer du temps avec elle-même, à s'apprécier, à s'aimer, etc. Il s'est passé autre chose par rapport à Carla Mauro, c'est une rumeur sur des regrets par rapport à une ancienne relation, etc. Je voulais pas forcément en parler parce que ça fait extrêmement gossip, mais j'ai vu 2-3 personnes me taguer dedans, donc encore une fois, je me dis que mieux vaut que je vous donne des informations un peu plus soutenues que juste du gossip. Donc j'ai essayé un peu de vous représenter les choses dans le contexte. Il s'agit de Julien Bert parce qu'en effet, Carla Mauro et Julien Bert se sont mis ensemble en 2019 lors d'une saison des Marseillais vs le reste du monde. Ils avaient eu un gros coup de foudre qui n'a pas duré longtemps parce que Kevin était évidemment l'homme pour Carla Mauro. C'était vraiment quelqu'un vers qui elle retournait tout le temps. Et en fait, il s'est passé quelque chose parce que la semaine dernière, rappelez-vous déjà, il y avait Julien Bert qui a fait un tacle à Carla Mauro lors de la fameuse soirée After des 50, il y avait la musique de Céline Dion, Je te jetterai un sort, et Julien Bert hurlait Carla, Carla, Carla. Et d'ailleurs, tous les internautes étaient du côté de Carla, on pouvait lire. C'est petit de la part de Julien, je pense qu'elle vit un moment compliqué et lui remettre cette histoire sur le dos, elle en a pas besoin, surtout en ce moment. C'est à la limite du harcèlement, sérieux. Le mec, il se fait passer pour un mec mature alors que MDR, la preuve, il en est rien. Sérieux, faut passer à autre chose, ça devient ridicule. À croire qu'ils ont que Carla dans la bouche, c'est dingue. Carla n'avait pas réagi à ça, mais par contre, un compte de blogueur, Bad Funny TV, a remarqué quelque chose. Carla est allée liker une photo d'un compte fan où on voit Julien Bert, Mélanie, Lady Gamma et le producteur de je ne sais plus quelle émission. Mais bref, il y avait Julien Bert sur cette photo et beaucoup de gens se demandent si elle regrette pas un peu sa relation passée avec Julien Bert, vu que maintenant elle est célibataire. Peut-être qu'elle regarde ici et là ce qu'il peut y avoir au menu. C'est une question à soulever, j'ai envie de vous dire, qu'en pensez-vous? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que Julien Bert serait un homme pour Carla Mauro? Une autre actualité courte qui s'est passée dans le monde de la télé-réalité concerne Jessica Tivna ou Garcia et sa famille. La famille Garcia enchaîne énormément de malheurs en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu des grossesses compliquées, des problèmes de santé chez les enfants et autres encore. Il se passe vraiment beaucoup de choses pour cette famille. Mylon, le petit garçon, était né avec une atrésie de l'œsophage, donc en gros une malformation de l'œsophage qui relie la bouche à l'estomac. Pour le détail, Mylon encore aujourd'hui est surveillé de très près par les médecins. Je lis beaucoup mes notes parce que ce sont des choses factuelles. J'ai trouvé l'article sur Blasting News, il me semble, ou je ne sais plus, il me semble que c'était Melty ou Blasting News, mais bref, il sera dans la barre d'infos si jamais. Mais en fait, ça fait maintenant quelques jours que Liwan, donc la petite dernière de la famille, qui est une fille, a beaucoup de problèmes. En fait, elle a été malade et la famille pensait à la grippe, mais malheureusement, elle a été conduite à l'hôpital après s'être étouffée. Jessica et les enfants étaient rentrés à la maison pensant que tout allait aller pour le mieux, mais malheureusement, des choses se sont repassées étant donné que l'état de santé de Liwan s'est fortement dégradé. Elle a dû être amenée d'urgence à l'hôpital et en fait, ils sont arrivés à avoir une chambre quelques heures après une attente assez longue d'après Jessica. Et d'ailleurs, elle a décrit cette nuit-là, je vous lis ça. Je suis KO. Entre les machines et Liwan qui toussent non-stop, c'est impossible de fermer l'œil. Je suis en craquage. Des médecins rentrent toutes les 30 secondes et la réveillent. Ils allument toutes les lumières pour me poser les mêmes questions. Une internaute va les accuser d'encombrer les hôpitaux pour rien en disant « Tu me fatigues et dire que je t'adorais Jess, mais là franchement tu me fais pitié. Tu emmènes tes enfants à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient toujours malades. » Jessica a répondu à ça d'une manière très violente. Elle a dit « Elle est sous assistance respiratoire, grosse connasse. » Donc effectivement, ce sont des insultes qui sont très forts et des mots qui ne sont absolument pas à dire, mais j'ai envie de dire que ça peut être compris. Attention, c'est pas du tout à accepter et moi je ne tolère pas du tout ce genre de mots, mais je veux dire que je peux comprendre qu'elle pète les plombs justement parce qu'elle est à bout, qu'elle en a marre, etc. Et malheureusement, ça va rejoindre quelque chose que je vous dis tout le temps, mais si tu veux pas qu'on critique certains aspects de ce que tu fais, faut pas le montrer. Donc attention, je dis pas du tout que c'est de la faute de Jessica ou quoi que ce soit, si elle se prend ce genre de critique ou même si l'enfant est à l'hôpital, absolument pas avant qu'on me dise ça, mais je dis juste que, encore une fois, moi ça me viendrait pas à l'idée de montrer les problèmes de santé comme ça sur les réseaux, donc je sais pas, après c'est peut-être que moi qui ne ferais pas ça. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous le feriez? Est-ce que si vous êtes parent et sur les réseaux sociaux, vous montreriez ce genre de choses, sachant que oui, en plus ça peut être critiqué, ça peut être pris, voilà, je sais pas trop. Jessica finalement prendra la parole par rapport à tout ça pour essayer de calmer un peu les choses. Je vous laisse écouter. Elle n'arrivait plus à respirer.
Elle était KO, dans un état KO, donc là, je l'ai emmenée direct aux urgences. Et ça a été très long, aux urgences. Bon, ils nous sont occupés de nous directement, hein, mais ils nous ont gardés en urgence pendant jusqu'à 2h du matin, que je vous ai dit qu'on avait enfin une chambre qui s'était libérée. Bon, le docteur est passé de ce côté, Liwen ça va mieux, on a réduit un peu l'oxygène. De l'autre côté, Mylon avec son papa, il a fait l'échographie du cœur, ils m'ont rassuré aussi, donc tout va bien. Il a un petit truc que 20% des gens ont. Mon mari l'a pas su trop bon comme dire c'est, donc il va m'emmener le rapport et on regardera. Dernière actualité du Top Actu qui, je trouve, est interminable. Après 4 ans d'absence à la télévision, vous le savez, Noré et Camila ont fait leur grand retour dans l'émission Les 50. D'ailleurs, l'attitude du couple a été tout le temps critiquée. Ils étaient critiqués comme suiveurs de Maëva Guénam, mais aussi comme petits chiens de Maëva Guénam, mais aussi comme manipulateurs, grands stratèges, mais pas dans le bon sens du terme. Cette année, ils participent au cross, donc ils sont dans l'équipe des Marseillais. Noré a fait son entrée dans la maison il y a quelques temps en premier, et on peut dire qu'il avait l'air déterminé parce que dès son arrivée, il dira ces mots. Je ne sais pas ce qu'il va m'attendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne viens pas pour enfiler des perles. Je n'ai pas envie ici de chômer. Je n'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. J'ai envie d'apporter toute mon expérience, la motivation, la détermination et surtout, j'ai envie de gagner cette compétition. Et en effet, c'est motivé plus que jamais que Noré rentre dans l'aventure étant donné que dès ses premiers instants, il va déjà nous remontrer son petit côté stratège parce que cette fois-ci, il veut aller plus loin que dans les 50 et carrément piquer la place de chef à Julien Tanti qui l'a depuis 10 ans et qui est là depuis 10 ans d'ailleurs. Il est là depuis la première saison du programme et Noré va raconter ceci à Maëva Guénam lors d'une discussion qui a été filmée. Il dira il y a besoin de changement, l'idée est bien rodée, ne t'inquiète pas. Il va demander à Maëva c'est qui le chef qui va lui dire Julien et lui va exploser de rire en disant ça veut dire quoi, moi je suis sous ses ordres et en interview il dira je ne le connais pas Julien, ce n'est pas lui qui va être mon chef quand même, je sais quoi faire et quand le faire, il ne sera pas mon chef. Et finalement dans les derniers épisodes que j'ai vus, Noré est allé confronter Julien Tanti face à face et il lui a directement dit ton règne au sein de la famille de Marseillais a assez duré, tu as assez donné, maintenant ta place de chef, il est temps que tu la laisses. Je pense que je serai meilleur avec mes qualités, personne n'a jamais été au-dessus de moi, j'ai toujours été capitaine d'équipe. Avant de revenir sur les réactions des internautes, moi je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas un script derrière tout ça, genre un scénario ? Tout le monde veut la place de chef de tout le monde et ça me fait beaucoup penser aux princes et princesses de l'amour, les dernières saisons avant que ça soit arrêté, Ilan, tout ça d'ailleurs on va en parler, mais les prétendants pouvaient prendre les places des princes et princesses et moi ça me fait penser à ça, genre les petits nouveaux qui arrivent et qui veulent détrôner les anciens, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste un gros scénario qui a été écrit et donné aux nouveaux et aux anciens et que ça doit se passer comme ça, je sais pas, j'ai retrouvé un extrait un peu, je vous laisserai regarder. Je sais pas ce qui va m'attendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viens pas pour enfiler des perles. J'ai pas envie ici de chômer, j'ai pas envie ici de me reposer sur mes lauriers. J'ai envie d'apporter toute mon expérience. Du côté des internautes, nous pouvions lire « Je pensais que Noré allait être plus appréciable dans le cross, mais finalement pas du tout. Il est à peine arrivé, il prend déjà ses grands airs hautains. Il m'énerve. MDR, Noré, il vient d'arriver il y a 30 secondes. C'est la première fois qu'il est dans les Marseillais et il veut être chef. MDR, t'es qui ? Si Julien est plus chef, je ne regarde plus. Noré t'a déjà gâché les 50, gâche pas le cross. Non mais Noré, d'où il se permet de manquer de respect comme ça à Julien? T'es qui toi pour dire que tu es meilleur que lui et qu'il a fait son temps? Burk, vraiment, il gâche l'émission. Je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires. De ma part, moi je pense vraiment à un gros scénario de la part de W9, de la production, de tout ça. Je pense sincèrement qu'il y a un énorme scénario pour que les nouveaux détrônent les anciens et qu'il y a un gros vent qui change et que Julien et Manon deviennent Noré et Camila, que Nicolo remplace Nicolas. Tout ce genre de choses, j'ai vraiment l'impression que W9 essaye de faire tourner le vent, etc. Et vous allez voir en plus qu'ils arrêtent des émissions, donc on va en reparler dans quelques instants. Alors ça, je vais mettre un trigger warning tout de suite, on va parler de cruauté animale, il va y avoir des photos, pas de vidéos parce que je respecte quand même l'animal, mais il s'est passé des choses absolument horribles avec un couple de rappeurs, un chien et une fondation qui a annoncé tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais encore une fois, pour les parents qui me regardent et qui sont avec des enfants, si ceux-ci sont sensibles aux animaux et à la cause animale tout simplement, je vous conseille de skipper cette actu, c'est quand même un gros morceau de l'émission donc je trouverais ça dommage, mais je préfère vous préserver avant tout. Je vais rester beaucoup crocheté à mes notes, il y aura 2-3 articles dans la barre d'infos pour ceux qui vont m'insulter de plagieur, mais je préfère encore une fois donner des informations qui sont vraies, capitales, et vu comme c'est touchy et comme ça peut me monter et m'énerver, je préfère sincèrement rester cramponné à mon script. Tout ça pour vous dire que ce lundi dans un communiqué, la fondation Assistance aux Animaux a indiqué d'avoir déposé une plainte contre 2 rappeurs, Rob et Roca, French Rap Queen. C'est un couple d'influenceurs qui a été accusé de maltraitance animale à plusieurs reprises sur leur chien, qui est un American Staffordshire Terrier de 4 mois. Les photos de l'animal parlent d'elles-mêmes, vous allez les voir au fil de mon actualité.
Les policiers ont alerté la fondation ce lundi 28 novembre. Il y a eu un dépôt de plainte contre les propriétaires du chien et lors des premières constatations, l'animal est apparu dans un état très mauvais. Je vais vous citer un peu ce que j'ai pu lire. Maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, présentant aussi un corps parsemé de plaies, de cicatrices de cigarettes et d'acide. Je vous laisse même pas imaginer ce que cet animal a dû subir et c'est totalement dégueulasse de se dire qu'on peut littéralement prendre un être et lui faire ça. Dans quel but et quel plaisir, enfin bref, ça me dégoûte et ça me révolte. Et du coup il a dû avoir énormément de doses de morphine pour pouvoir être sauvé par la suite. On pouvait voir des plaies et des œdèmes visibles et le petit chiot avait aussi des fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou et des doigts et de ses pattes. C'est absolument horrible et je vous jure que quand j'ai vu les photos j'étais limite traumatisée et je me dis mais comment c'est possible que des gens puissent faire ça à des animaux. TF1 a même pris la parole lundi soir il me semble en disant nous avons eu malheureusement l'habitude des maltraitances mais là je dois dire que quand nous avons récupéré cette petite chienne c'était une horreur. Dès que notre bénévole l'a pris dans ses bras, elle s'est blottie dans son cou comme pour se protéger, se rassurer et se dire que c'est fini. Donc l'animal va être transféré ensuite à la fondation donnera des nouvelles quelques temps plus tard, ils diront « Nous découvrons un petit être en très mauvais état, maigrelet, malnutri, boiteux, un vétérinaire diagnostiquera l'après-midi et le mettra même sous morphine, c'est pour vous décrire l'état de souffrance dans lequel il se trouve ». Et cette association va dire que le pire dans tout ça, c'est vraiment les bosses en fait qu'il a, il a des énormes bosses sur la tête, il a un regard apeuré, on voit en fait qu'il n'est pas rassuré et qu'il sent simplement le danger et j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous. Ce chien présente d'ailleurs des blessures récentes et anciennes parce que sa tête est toute déformée et il y a des coups qui ne datent pas d'hier, tu vois. L'animal aurait été frappé très fort à plusieurs reprises et comme je vous l'ai dit brûlé par des cigarettes et de l'acide et il y a des examens complémentaires qui vont être réalisés dans les jours à venir donc ça se trouve là au moment où je parle ça a déjà été fait. C'est quasiment sûr que nous allons retrouver d'autres fractures sur le corps de ce chien et évidemment il ne risque pas de s'en sortir sans séquelles. On pouvait dire cette petite chienne non identifiée a été rebaptisée Hope par des sauveteurs qui appartient au couple d'influenceurs Rob et Roca French Rap Queen qui sont déjà défavorablement connus de services de police et exhibés et mis en scène pour être abîmés dans leurs clips sur YouTube. Et je trouve ça cool que le chien a été pris en charge très rapidement et merci à la personne qui a dénoncé ça. Mon script s'arrêtait là et il y a eu beaucoup d'updates donc ils ont repris la parole sur TPMP. Ils ne sont pas venus directement mais ils ont un peu laissé des messages à Cyril Hanouna et à l'équipe et je vais un peu vous retranscrire ce qui a été dit. Concernant les traces d'acide et de cigarettes et les coups avec une matraque, ils nient les faits et disent que les policiers n'ont rien trouvé lors de leur perquisition. Concernant la bosse sur la tête de la chienne Texas, elle serait tombée dans l'escalier. Pour eux, c'est un complot contre eux-mêmes par une influenceuse qui a révélé l'affaire qui leur en veut. Elle aurait profité d'une soirée chez eux pour massacrer le chien et leur faire porter le chapeau. Voilà leur version. Alors excusez-moi, mais je trouve ça vraiment très gros qu'une chute dans l'escalier, ça fasse des bosses pareilles et des fractures du crâne. Enfin, mon chien est déjà tombé dans mes escaliers et ça lui a pas fait ça, il a juste glissé parce qu'il avait loupé une marche. Donc voilà, je trouve ça extrêmement gros. Mais soit, c'est leur parole, ils ont le droit de la donner. Le lendemain sur TPMP, l'influenceuse en question est venue, elle s'appelle Beska et elle était sur C8 pour donner sa version. C'est elle qui a effectivement lancé l'alerte par rapport à ce chien et elle dit que le couple veut la faire accuser. Dans la version du couple, c'est Beska qui s'appelle réellement Sandra qui est à l'origine de tout ça. Elle aurait tout manigancé, maltraité le chien et fait en sorte de leur faire porter le chapeau. Pourtant, elle va dire sur TPMP, aucune vérité dans ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ce chien. Elle dira qu'elle a découvert l'animal jeudi dernier parce qu'elle se rendait dans le loft du couple à Argenteuil pour une soirée. Elle reconnaît qu'en fait, elle était amie avec eux, qu'elle s'est éloignée d'eux parce qu'ils ont eu un passif par rapport à une affaire de viol et de drogue. Donc Beska se serait éloignée d'eux et en fait, elle s'est dit qu'elle a été naïve en se disant qu'ils avaient peut-être changé et c'est pour ça qu'elle voulait aller les voir à Argenteuil pour cette fameuse soirée. Ce sont les dires de Beska, je reprécise. Et bah, c'est pour ça qu'elle a vu le chien et qu'elle a lancé l'alerte. On apprendra qu'arrivée sur place, elle dit avoir découvert cet animal attaché et paniqué, qu'elle aurait demandé à le détacher et à le nourrir et que Rob et Roca aurait refusé. Donc elle aurait demandé à passer la nuit ici et elle a dit pour moi impossible de repartir pour sauver ce chien, je voulais me sauver avec lui pendant la nuit. Je suis restée très factuelle par rapport à tout ça comme je vous l'ai dit parce que c'est quelque chose qui est dégueulasse et croyez-moi j'ai retenu beaucoup de mots et je pense que je vais couper 2-3 phrases au montage. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'animal aurait été adopté en sécurité, il s'appellerait Hope, soit espoir, je trouve que c'est un très beau mot. Les photos que vous avez vues pendant tout le long de cette actu sont absolument horribles à voir. Il y a aussi des vidéos, parce que moi j'ai vu qu'il y avait une pétition à signer, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais si jamais il y a des nouvelles updates ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que j'en parle ou peu importe.
J'étais obligé de vous parler aussi un peu chiffres, donc les atteintes envers les animaux domestiques, mauvais traitement et tout ceci ont augmenté de 30% depuis l'année 2016, entre 2016 et 2021 en fait, selon une étude. Et dans le détail, en France en 2021, 12 000 infractions visant des animaux domestiques ont été enregistrées par la gendarmerie contre 9 200 en 2016, donc on voit que ça a vraiment augmenté. En même temps, le nombre d'animaux aussi augmente, mais c'est absolument pas une raison. Vous avez qu'à stériliser vos animaux et faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Soyez sûr de vous si vous adoptez un animal, je ne le redirai jamais assez. Je ne devais pas avoir Blue comme il est maintenant, mais j'ai décidé de le prendre et je le garde et je m'entends super bien avec et on apprend à cohabiter ensemble. Et bah moi je trouve que c'est un cadeau en fait justement d'avoir ce challenge. Genre j'étais totalement prêt à adopter un animal, enfin un chien parce qu'on a déjà des chats. J'étais totalement prêt à adopter un chien. Je suis juste tombé sur une race beaucoup trop compliquée par rapport à ce que je m'attendais, mais je me suis adapté et aujourd'hui Blue est heureux. Je suis heureux d'être avec lui et on construit une relation qui est vraiment fusionnelle et que j'adore beaucoup. Mais faut être prêt en fait, faut être prêt pour ça. Donc s'il vous plaît, faites attention avant d'adopter un animal. On reparle vite fait de télé-réalité parce que j'ai une actualité à vous partager qui parle d'harcèlement et ça m'a fait beaucoup plaisir de lire ça. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, des anges qui en gros ont des plaintes autour d'eux. L'émission s'est arrêtée, il y a des plaintes qui ont été faites par des candidates. Il y a eu un énorme avancement par rapport à ça. Je voulais revenir dessus pour un peu de contexte. Ces 2 dernières années, plusieurs ex-candidates de l'émission de NRJ12 Les Anges ont annoncé leur intention de vouloir porter plainte, estimant avoir été manipulées, victimes d'harcèlement, d'acharnement, etc. dans des scènes qui ont été filmés en fait, qui ont été vus par des millions de personnes où à l'intérieur il y a des violences physiques, verbales et psychologiques. D'ailleurs, une de ces plaintes évoque une séquestration et de la mise à disposition de drogue et d'alcool aux candidats et vous allez voir, en fait je vais vous expliquer. Tout ceci est vraiment médiatisé en avril 2021 parce que je rappelle qu'Aurélie Preston en parlait déjà avant, mais en avril 2021, 4 candidates de télé-réalité vont lancer un mouvement de contestation par rapport aux anges en fait et à ces tournages pour dénoncer le harcèlement dont elles ont été victimes à l'intérieur de ces tournages. On pouvait voir Angèle Salentino, Rawel Saïdi, Rania Saïdi et Natania Sillon qui ont pris ensemble un avocat pour constituer une plainte contre la société de production. Angèle disait des choses comme un acharnement, ce sont plusieurs personnes qui vont s'en prendre à une seule candidate et qui vont la pousser psychologiquement à bout. Cela se produit à travers des humiliations, des insultes. Dans mon cas, on m'a balancé du produit ménager sur le visage, on m'a traité de pute et de salope et on a menacé de me frapper. Et rappelez-vous, comme je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que ça ressort énormément aujourd'hui, Aurélie Preston a déjà été victime de ce genre de choses par la même émission, l'urine sur le lit, etc., les insultes, l'acharnement quotidien. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et on va revenir dessus juste à la fin de cette émission parce que je vais évidemment vous parler d'Aurélie Preston et tout ça pour vous dire que enfin les choses changent. Mais il a fallu combien de temps en fait? Sur le plateau de TPMP, Angèle, Rania et Natania vont raconter avoir plusieurs fois été un peu manipulées et forcées à se mettre en couple avec un candidat pour exister pendant le programme, mais surtout pour les propres besoins des tournages. Et tout ceci avait fait un énorme bruit, je vous en avais parlé ici et là pour de vrai, et il s'est passé beaucoup de choses maintenant parce que le Parisien va dévoiler que Jérém Star a été entendu pour cette affaire. Il a été entendu pendant 1h30 par la brigade de la répression de la délinquance contre la personne. Et en fait, c'est une unité de la police qui étudie les potentiels faits de harcèlement qu'il y aurait eu sur l'émission d'NRJ12, Les Anges. Et Jérém Star va dire aux Parisiens: j'ai expliqué tout ce que j'ai vu sur les tournages, le cas de harcèlement jamais sanctionné, mais au contraire encouragé, les fauteurs de troubles qui sont repris d'année en année, tout ce système nocif pour les candidats les plus fragiles. Parce que rappelez-vous, le 21 octobre, il avait sorti une vidéo YouTube où il revenait sur tout ça, il disait un peu son journal intime. Je vous en ai parlé dans une de mes émissions d'ailleurs, je crois l'avant ou avant-dernière, et à l'intérieur il parlait déjà de ça et je pense que du coup les choses ont fait que ça bouge, ça se médiatise, tout le monde en parle, des plaintes peut-être sortent, les choses bougent. Donc j'ai envie de dire merci Jérém et merci les autorités de faire avancer les choses par rapport à tous ces problèmes. Apparemment, ils ont retrouvé les murs salis d'une substance marron, des excréments ils disent, et la femme de ménage a alerté la direction car elle dit que ça sent très fort et que la chambre est dans un état catastrophique. Le mec de la réception me dit que l'hôtel veut déposer plainte contre elle pour dégradation et veut que j'aille parler avec le directeur. Mais moi j'en sais rien, je dormais. Apparemment sur les caméras, ils ont vu qu'un monsieur de 60-65 ans était monté avec elle dans sa chambre hier et ils disent que ce n'était pas un client de l'hôtel.
J'ai noté des citations qu'il disait dans sa vidéo. Il parlait de ce producteur qui a mis enceinte l'une des stars de son programme, qui l'a forcé à avorter parce qu'il était marié, ce mec de la prod qui avait demandé à une candidate de voyager à l'étranger avec de la drogue qu'elle avait mis dans son tampon. Elle avait fini par faire une infection, elle n'avait pas pu tourner pendant quelques jours. Je vous ai parlé de tout ça, il y avait aussi des trucs avec des excréments sur les murs. Enfin bref, allez voir la vidéo si ça vous intéresse, on va pas reparler de ça ici. Aurélie Preston a aussi pris la parole concernant tout ça par rapport à cet acharnement. Je vous l'ai dit, on va revenir sur Aurélie Néouda en fin d'émission, mais je voulais appuyer sa prise de parole quant à l'harcèlement subi sur les émissions. Le 25 novembre, pour rappel, elle était sur TPMP et outre le fait qu'elle parle de sa tentative, de son œuvre, etc., elle a aussi parlé de cet acharnement à Cyril Hanouna. Elle disait « C'est triste, je trouve ça inhumain de faire vivre ça à quelqu'un. Vous vous rendez compte, après, quand vous voulez vous réinsérer dans la vie, moi je voulais essayer de faire dans l'immobilier. J'ai passé des super examens, j'ai eu 20 sur 20. On m'a dit non, vous êtes une personnalité publique, vous ne pouvez pas travailler dans les assurances. Nous sommes catalogués à vie. » Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage. Une personne n'est pas simplement quelque chose qu'elle fait, mais c'est pas grave et c'est vraiment dommage que ça arrive. La honte a l'air d'être sur le point de changer de camp, étant donné que le 30 novembre 2022, selon les mots d'Aurélie Preston, c'est un jour mémorable, un jour où on met enfin le dossier harcèlement en télé-réalité en justice. Aurélie Preston va annoncer ça sur un live Instagram. Elle va inviter Jérém Star. Elle dira qu'elle est fière de mener ce combat avec lui depuis tant d'années. Elle remercie toutes les personnes qui ont signalé les séquences à l'ARCOM ou au CSA quand c'était encore ce nom. Je vous laisse écouter quelques morceaux du live, suivi d'une réaction de Jérém par rapport à son passage au tribunal, parce qu'il est revenu dessus. J'ai pu trouver une vidéo, je vous condenserai, je fais un petit magnéto et je vous mets ça maintenant. La justice enfin se charge du harcèlement. La justice se charge enfin du harcèlement en télé-réalité. Je suis tellement heureuse, je vous jure. J'ai l'impression que ça a été tellement un gros combat, un long combat. Les répercussions, t'avais perdu tes cheveux, enfin je me rappelle vraiment. Et puis toutes ces histoires de saut d'urine. D'ailleurs, c'est hyper important de le préciser, n'allez pas vous en prendre aux personnes avec qui Aurélie a eu des problèmes dans les émissions. Ça, maintenant, ça date d'il y a 8 ans. Nous, oui, on a développé le sujet, mais je veux dire, n'harcelez personne, n'allez pas insulter des candidats ou quoi. Voilà. On est anti-harcèlement, Jérém et moi. Vraiment, c'est important pour nous, s'il vous plaît. Et dans la continuité de notre combat, justement, on ne veut pas de harcèlement. J'ai envie de vous dire qu'on avance enfin sur ces histoires, on avance enfin sur l'harcèlement qui a pu se produire à la télé, qui se produit dans les médias, etc. Et je trouve ça vraiment cool, même si ça a pris son temps. Peut-être que ça va ouvrir la porte à de nouvelles choses, de nouvelles règles sur Internet, de nouvelles règles dans les médias, de nouvelles règles dans les métiers audiovisuels. Et si c'est le cas, j'ai vraiment hâte de les voir. Oui, j'ai évidemment vu le passage sur TPMP et on en parlera plus en détail très prochainement. Mais voici un petit réel que j'ai fait pour vous le résumer en moins d'1 minute. Vous avez certainement vu le passage de Jérém Star sur TPMP et je voulais revenir un peu avec vous dessus avant de vous en faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Menacé de mort et harcelé sur tous les réseaux sociaux, Jérémy alias Jérém Star est sorti de son silence sur le plateau de TPMP pour revenir un peu sur son histoire. Il était très ému, il avait la voix tremblante, il a expliqué ce à quoi ressemble sa vie aujourd'hui et c'est un enfer. Des mots très forts ont été évoqués tels que « En fait, je crois que la seule façon pour que les choses avancent est que je me suicide. Honnêtement, je me demande même comment je suis toujours en vie. » Vous avez suivi toutes ces histoires en 2018 et en fait ça ne s'est jamais arrêté parce que je suis condamné à perpétuité sur les réseaux sociaux pour toutes ces calomnies. L'affaire en question, le Jérém Stargate, avait commencé en janvier 2018 lorsque un blogueur avait annoncé ceci sur les réseaux, ce qui a été suivi d'une plainte par un jeune étudiant qui accusait Jérém Star et un ancien ami à lui d'avoir fait des choses absolument horribles. Il y a eu une plainte déposée contre eux pour viol aggravé sur mineur, corruption de mineurs, atteinte sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Et Jérém dira sur TPMP, un jeune homme que je n'avais jamais vu de ma vie avait déposé plainte contre moi en mentant. Il avait par la suite avoué avoir menti, déclarant avoir été contacté par un paparazzi lui proposant des avocats gratuitement pour ensuite modifier les plaintes pour me mettre dans l'histoire et faire du buzz. Aujourd'hui, malgré les décisions de justice et les preuves qui montrent que Jérém Star n'avait strictement rien à voir avec ce Jérém Stargate malgré le fait qu'il porte son nom, il vit toujours un enfer et le harcèlement ne s'arrête pas. On en parlera plus en détail dans ma prochaine vidéo YouTube, mais je voulais évidemment revenir dessus avec l'actualité. Pensez à activer la cloche afin de voir la vidéo complète. Alors ça, c'était vraiment la polémique de la semaine. Je vous ai vu m'identifier dedans, m'envoyer des DM quand je vous ai demandé ce que vous vouliez qu'on traite. Ce dimanche, vous m'avez parlé de ça au moins une dizaine de fois. Évidemment, j'ai fait une partie dessus, j'allais revenir dessus. Je suis quasiment sûr que vous en avez tous et toutes entendu parler. J'ai trouvé les infos sur Ouest France et sur Le Figaro, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir le web et à chercher ces articles. Je vous mettrai d'autres liens dans la barre d'infos en français si vous voulez en apprendre un peu plus parce que je peux pas non plus m'étaler là-dessus pendant 30 minutes. Mais je voulais quand même
même vous en parler. En effet, la maison de luxe française Balenciaga se retrouve dans des polémiques parce qu'il y a eu une campagne publicité qui a fait parler et ça a fait ressortir d'autres choses aussi. Vous allez voir qu'on va parler aussi politique, enfin c'est vraiment un sujet très touchy et ça mêle enfants et accessoires à connotation sexuelle, vous allez comprendre. Donc encore une fois, s'il y a des enfants qui me regardent, s'il vous plaît, passez à la prochaine actu. Mais vous allez voir que cette actualité est allée assez loin parce qu'elle a même fait réagir Kim Kardashian, la maîtresse d'internet, et vous allez voir un peu ce qu'elle a dit. Et j'ai envie de vous poser d'ores et déjà une question parce qu'il y a eu une plainte par rapport à ça qui est arrivée le lendemain de la réaction de Kim Kardashian. Si Kim Kardashian n'avait pas réagi, est-ce qu'il y aurait eu cette plainte? Comme vous le savez certainement, le monde de la mode est un monde aussi qui fait énormément scandale parce que en fait les polémiques ne sont pas nouvelles dans les maisons de luxe, mais celle-ci est quand même très discutable parce que on voit qu'il y a eu un jeu en fait avec les interdits pour se distinguer des autres. Elle s'est répandue de manière très virale sur les réseaux sociaux et en fait ça a fait que ressortir 2-3 autres choses ici et là par rapport à la maison de mode Balenciaga. Je vais citer Ouest France par rapport à la première collection qui a été critiquée parce que vous allez voir que ça a mis en perspective d'autres choses, mais pour celle-ci on pouvait lire sur certaines photos un enfant debout sur un canapé ou sur un lit, tient comme un doudou en sac de forme d'ourson en peluche, sanglé par des ceintures noires. Des tenues que certains ont qualifiées d'inspirées du BDSM. Donc si vous voulez d'autres termes, bondage qui est une pratique sexuelle sadomasochiste et c'est ce que tout le monde va dire. Balenciaga aussi va réagir directement en disant « Les accessoires n'auraient pas dû être présentés avec des enfants, c'est un mauvais choix de la part de Balenciaga ». Ils diront que la responsabilité leur revient à eux-mêmes, sauf qu'en fait les internautes ils se sont vraiment indignés parce qu'ils ont relevé sur une autre photo qu'on trouvait des documents imprimés avec des extraits d'une décision de la Cour suprême par rapport à la pédopornographie infantile et en fait on se rend compte qu'il y avait des messages codés par rapport à ça un peu partout et c'est quand même assez grave de glorifier ce genre de choses via des campagnes publicitaires. Enfin je sais pas mais je trouve ça très bizarre, surtout que enfin si on parle de moi tu vois juste pour ce tournage tous les détails sont pensés, si vous ne croyez pas il y a un play derrière cet oreiller pour qu'ils tiennent, donc je me dis qu'une pile de documents qui parlent de pédocriminalité c'est assez grave quand même. La campagne avec les documents dont je viens de vous parler a été faite 9 jours avant la campagne scandale avec l'ourson en peluche. C'était une campagne qui était par rapport à Adidas, enfin bref, sur les réseaux sociaux en tout cas ils ont fait un lien entre les deux en disant qu'il y aurait une volonté délibérée de la part de Balenciaga de lancer des messages ambigus et en fait dans la même campagne Adidas, là donc celle qui a été faite 9 jours avant celle des oursons, il y a un autre élément qui a interpellé beaucoup d'internautes et en fait ça a incriminé encore plus la marque parce qu'on pouvait voir un diplôme encadré en arrière-plan au nom de John Philip Fisher et ce nom apparaît dans des rubriques judiciaires parce qu'après un peu de recherche on se rend compte qu'il a été accusé de 7 délits sexuels criminels en 2008 et qu'il a été reconnu coupable d'inceste et c'est extrêmement grave dans une pub de marque de luxe de mettre ceci en avant sur son décor. Malheureusement, ça ne s'arrête absolument pas là parce que ce 21 novembre, Balenciaga a décidé de sortir une 3e campagne et qui est dans la même lignée que la précédente qui a été réalisée avec Adidas, donc celle avec le fameux tableau, etc. Celle-ci reprend le même décor que le bureau et cette fois-ci on met en scène l'une des égéries maison, Isabelle Huppert, mais il y aura aussi Nicole Kidman et Bella Hadid. Et en fait en arrière-plan, les internautes ont vu un nouveau détail qui va encore une fois incriminer la marque et qui va être associé à un élément pédopornographique. C'est un livre du peintre Michael Boreman et en fait après quelques recherches on se rend extrêmement assez vite compte que cet artiste est belge et qu'il est aussi l'auteur de Fire from the Sun, une œuvre qui met en scène énormément de groupes de jeunes enfants nus et qui se livrent à des actes avec des connotations sinistres. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que même si on choisit de parler de malheureux hasard pour une des campagnes ou un des détails, enfin là je suis désolé mais il y en a quand même beaucoup et c'est ce qui m'a poussé à vraiment faire un peu plus de recherche par rapport à ça et en faire un des gros dossiers de cette émission, c'est que c'est extrêmement grave de glorifier à ce point ce genre d'acte parce que les détails sont choisis. Enfin, tout créateur qui me regarde, que ce soit pour une photo ou une vidéo, si tu te respectes un minimum et que tu respectes ton contenu, tu penses aux détails en fait et je sais pas, je me dis c'est très grave et c'est même plus des détails, c'est des affiches qui sont en gros plan, la peluche, enfin tout. Et moi je trouvais ça extrêmement grave et dites-vous que c'est allé extrêmement loin parce que les médias télé aux US, ils en ont parlé aussi et ils ont dit que cette marque était en train de faire une sorte d'apologie de la pédocriminalité. Et Balenciaga a décidé de se défendre. Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants. Il n'a jamais été dans notre intention de l'inclure dans notre écrit. Balenciaga prend encore la pleine responsabilité du manque de surveillance de contrôle, mais nous avons porté plainte pour l'inclusion de ces documents non validés, résultat d'une négligence irresponsable. Donc soit on dirait que la marque n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait et que tout n'avait pas été validé en amont, ça peut arriver. Le 24 novembre, une semaine après la sortie de la campagne Object, donc c'est celle avec les peluches, la marque va représenter ses excuses dans des stories Instagram
Instagram en disant « Nos sacs oursons en peluche n'auraient pas dû être associés à des enfants ». Et selon le New York Post, la plainte a été déposée devant la police new-yorkaise et elle a été dirigée contre la maison de production North Six et le directeur Nicolas Desjardins et réclame 25 millions de dollars en réparation. Et en fait, Balenciaga, ça ne l'a pas confirmé dans son communiqué. Donc à côté de la question juridique, politique, etc., on a aussi une question médiatique parce que Balenciaga s'en prend littéralement plein la tronche. Par exemple, sur TikTok, on peut voir plein de vidéos où il y a des personnes qui brûlent leurs affaires Balenciaga et qui le filment. Il y a le hashtag boycott Balenciaga qui a atteint près de 50 millions de vues, tout comme le hashtag cancel Balenciaga. Mais dans tout ça, il y a aussi quelqu'un qui a pris la parole et c'est Kim Kardashian parce qu'elle a dit, en fait, elle est égérie pour cette marque et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une influenceuse planétaire, j'ai envie de vous dire, mais elle a parlé par rapport à ses relations avec la marque. Elle a dit qu'elle était choquée de ce qu'elle pouvait lire. Elle disait « Je suis en train de réévaluer ma relation avec la marque en me basant sur leur volonté d'accepter leurs responsabilités pour quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire et les actions que j'attends d'eux pour protéger les enfants. » Et c'est pour ça que j'ai posé la question en tout début de rubrique. Est-ce que vous pensez que si Kim Kardashian n'avait pas pris la parole, la marque aurait porté plainte contre la maison de production, etc. Je ne sais pas trop, donc j'attends vos avis dans les commentaires. Peut-être que oui, parce que ça a quand même été énormément médiatisé, mais je me dis que Kim Kardashian, elle a dû quand même apporter son truc là-dedans pour que ça soit un peu le cas. Mais en citant Ouest France pour terminer, on se rendra compte que déjà quelques semaines plus tôt, ils avaient ouvert un défilé à Paris avec un décor de boue et qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait des problèmes avec Kanye West en octobre, il y a des problèmes avec des stylistes aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment avec Balenciaga, donc est-ce qu'ils font exprès? Je ne sais pas et j'espère pas, mais en tous les cas, pour moi, je trouvais que cette actu-là était quand même très très grave parce que oui, il faut protéger les enfants, tu ne peux pas mettre en avant ce genre de choses, ce genre de personnes, ce genre d'œuvres, c'est absolument pas possible, pas pour des choses qui touchent à tout le monde, tu vois. J'attendrai évidemment vos avis dans les commentaires par rapport à cette actualité et j'espère qu'elle a pu vous plaire parce qu'on est vraiment très loin du monde du people. Pour retourner un peu dans le monde de la télé-réalité, on a aussi eu une prise de parole extrêmement importante cette semaine. Le directeur général de W9 a accordé une interview pour Pure Média et en fait ça permettra d'avoir pas mal d'informations. Donc j'ai décidé d'aller écouter ça et je vous ai fait une petite retranscription. Je tiens à préciser que pour ceux qui ne savent pas, ces dernières années, les chiffres des audiences étaient catastrophiques par rapport aux années précédentes, notamment pour les Marseillais, pour les Princes et tout ça. Enfin vraiment c'était... même en général en fait, c'était assez catastrophique. Afin de rebooster les audiences des chaînes, W9 avait d'ailleurs lancé un concept novateur, entre gros guillemets, un novateur pour la France, mais je vous rappelle que dans Squid Game c'était déjà là, les 50, et en fait on a vu que ça a un peu explosé. Donc à côté de ça, ils ont aussi remasterisé les Marseillais vs le reste du monde en le cross, ils essayent un peu d'innover en ramenant de nouvelles équipes, etc. Parce que les 50 ont été un énorme succès pour la chaîne en fait, et ça peut laisser penser à de nouveaux tournants, de nouveaux tournages, de nouvelles choses dans le genre, comme je vous l'ai dit un peu plus haut par rapport à Noré, Julien et tout ça. Peut-être qu'ils essayent doucement mais sûrement d'effacer les anciens pour rapporter des nouveaux scénars. Peut-être qu'ils tentent d'innover, de tester de nouvelles choses. Jérôme Foucret, le directeur général de W9, a donné pas mal d'informations par rapport à tout ceci et moi je vous le dis, je le sens, il va y avoir un nouveau tournant dans le monde de la télé-réalité. En fait je pense que soit elle va mourir, soit il va y avoir un nouveau tournant, donc à voir, mais il dira que l'audience a été puissante avec 750 000 téléspectateurs par rapport à l'émission Les 50. Il a dit, il se vante même d'une chaîne en grande forme, notamment grâce à son pic d'audience qui a été boosté par l'émission Les 50. Il dira, Les 50 est une belle émission créée et développée en France avec Benny J, il faut s'en réjouir, c'est une vraie création originale et dans l'air du temps. Des records d'audience ont été battus sur notre plateforme Sixplay et Salto. Oui, nous réfléchissons à une deuxième saison, une hypothèse des 50 diffusée en direct existe. Beaucoup d'informations dans cette petite prise de parole. Premièrement, que pensez-vous de Les 50 saison 2? Je pense que la première saison était bien. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de Marseillais de reste du monde. Donc si on fait une saison 2, peut-être vraiment rapporter un air frais. Des anonymes, tu vois, ils sont 50. Pourquoi ne pas faire moite-moite? Comme ça, on a des anonymes, des nouvelles têtes à présenter, des nouvelles personnalités à découvrir, un peu diverses, hein, je précise ça aussi. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. La question du live aussi, j'ai envie de vous la poser et je vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée d'avoir l'émission Les 50 en live ou est-ce que vous pensez que ça va être une catastrophe à gérer? Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires. En plus, à côté de ça, c'est vrai que ça serait fou l'émission en live, mais je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus passer inaperçues et qu'on sera obligé de voir. Une autre information qui a été sortie aussi par Jérôme Foucret qui concerne les Marseillais. Tous les ans, normalement, il y a une nouvelle saison des Marseillais qui arrive principalement pour l'hiver, pour Noël, etc. Pas cette année, parce que directement après le cross, W9 va enchaîner avec les apprentis aventuriers. On en a parlé de la semaine dernière pour le casting, si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie au top actu de la semaine dernière.
dernière, Jérôme Foucret dira « Le tournage des Apprentis Aventuriers, toujours présenté par Laurent Meistret, démarre ce lundi aux Philippines. Les Marseillais ne s'arrêtent pas. Nous nous donnons la liberté de laisser reposer l'émission pour revenir, peut-être plus tard, peut-être plus fort. » Donc c'est pour ça en fait, comme je vous le dis, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'avoir un tournant en mettant des nouveaux qui remplacent les anciens, de nouvelles émissions, vraiment, je sais pas, une sorte, oui, un tournant vraiment qui arrive pour ensuite remettre les anciennes émissions un peu mieux recréées avec de nouvelles personnes, des nouveaux candidats, etc. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense sincèrement que ça va se passer comme ça. On s'arrête pas là parce que pour terminer, le directeur prendra la parole par rapport à toutes les affaires qu'il y a eu en ce moment et je voulais vous lire un peu ça. Par exemple, il va parler d'Ilan Castronovo parce qu'il a fait la une des médias pendant très longtemps et je vous avais dit très récemment qu'il venait sincèrement et réellement d'apprendre que c'était terminé pour lui la télé et le directeur général dira « Ces polémiques ne concernent pas directement les émissions que nous diffusons. Cependant, il est évident qu'un participant mêlé à ces faits graves ne peut plus prétendre participer à l'une de nos émissions. » Donc en fait, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit par rapport à Ilan, et le fait qu'il a vraiment appris que c'était totalement terminé pour lui et que c'est pour ça qu'il était vraiment au plus mal. Je pense qu'il se voilait la face et qu'il pensait vraiment pouvoir y retourner vu les conneries qu'il y a déjà eu. Mais là, c'est terminé pour de vrai et je pense que le message est clair. Enfin, il reviendra sur quelque chose qui encore une fois confirme mon tournant. Il va dire qu'on peut s'attendre à de nouvelles choses par rapport à W9. Il va dire que le retour de la Starac a bousculé ce que les internautes, les téléspectateurs, attendent. Ils attendent du live, ils attendent des quotidiennes, des choses dans le genre. Et c'est vrai que moi, ça me manque. Vraiment, le Secret Story, c'était ma télé-réalité préférée. La Starac a redonné un peu cette image des quotidiennes, des primes et tout ça. Mais je veux souligner quelque chose, c'est que la Starac, elle touche énormément de générations parce qu'il parle des audiences en disant que oui, il y a eu à peu près 2 millions de curieux chaque soir sur TF1, mais la Starac a touché toutes les générations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les Marseillais en live en se disant que ça va toucher les personnes qui ont été intéressées par la Star Academy. Moi, je suis pas d'accord parce que la Star Academy a touché tout le monde, nos parents, nos gros-parents, etc. connaissent la Star Academy alors que les Marseillais, voilà, tu vois, on est plus dans la génération, pour ceux qui ont mon âge, un peu plus vieux et un peu plus jeune, mais ça s'arrête là, tu vois. Pas dans le sens où les personnes âgées ne regardent pas, dans le sens où elles n'ont pas grandi avec ça, connu ça, dans le même sens que la Starac. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai envie de vous dire, que pensez-vous de ces informations? Est-ce que vous pensez qu'un bon tournant pour W9 pourrait redorer l'image de la télé-réalité, ou est-ce que vous pensez, comme certains et certaines, que la télé-réalité est en train de mourir? Personnellement, j'ai super hâte des Apprentis Aventuriers 6, ça va être fou, ça va nous aider à passer l'hiver tranquillement, et j'ai vraiment hâte, vraiment. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires avec le hashtag MTT. On passe aux deux gros dossiers de la semaine. Le premier concerne Aurélie Preston et Neouda. Comme je vous l'ai dit sur plusieurs réseaux, il était hors de question que je fasse une vidéo complète concernant Aurélie Preston et tout ce qui s'est passé. Elle en a déjà parlé sur énormément de médias, sur Aja, sur TPMP, à la télé. Elle en a parlé vraiment partout et vous pouvez retrouver ces prises de parole absolument partout. Par contre, je vous avais aussi dit que s'il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, quelque chose dont il fallait parler, il fallait que j'en parle. C'est la raison pour laquelle je le fais sur Mix the Tea pour ne pas avoir une vidéo consacrée à Emily Preston et à Neouda parce que c'est principalement le sujet du jour. Avant ça, je vais citer Blasting News pour vous faire un contexte pour tout ce qui s'est passé jusqu'à ces prises de parole parce que je pense qu'à partir de là, vous êtes au courant. Si vous voulez plus de détails pour toutes ces informations, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet Aurélie Preston il y a de ça quelques semaines. Je vous laisserai parcourir ma chaîne une fois de plus ou sinon elle sera dans la barre d'infos. Le 3 octobre dernier, le monde de la télé-réalité était sous le choc parce qu'ils ont appris que Aurélie Preston, ancienne candidate de télé-réalité et chanteuse et autrice ou auteur avec un E comme vous préférez, avait fait une tentative de suicide. Elle a été découverte dans les Marseillais en Thaïlande en 2015 et elle a fait beaucoup parler d'elle l'année suivante lors de sa plus mauvaise expérience en télé. En effet, dans Les Anges, encore une fois saison 8, elle a été le bouc émissaire de beaucoup d'habitants, notamment Sarah Frézou, Jessica Tivna, Neouda et Ricardo lui ont fait subir un véritable enfer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'il y a quelques semaines. Je pense même que ça se compte en mois. Je sais plus trop. Je pense que ça se compte en semaines en fait principalement. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'elle a vécu un enfer sur ce tournage. Et malheureusement, à l'époque, tout le monde s'en foutait un peu parce que Jérém Star faisait des bains avec elle, elle en parlait ouvertement, mais ça faisait plus matière à manger des chips, j'ai l'impression, que à faire des procès. Mais je tiens également à souligner que c'est via ces vidéos, etc., que Aurélie et Jérémy ont commencé à avoir ce dossier pour mettre en procès la grosse équipe. Si je dis pas de bêtises, c'était vraiment la grosse équipe. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Aurélie est toujours traumatisée de ce qu'elle a vécu et en fait, Neouda a été lynchée sur les réseaux sociaux parce que tout le monde la
visait elle principalement. Elle s'était exprimée quelques jours plus tard sur l'émission de Samzira en toute intimité en disant qu'elle ne sentait aucunement de responsabilité par rapport au mal-être d'Aurélie Preston. Ça avait été beaucoup critiqué, j'en avais également parlé, mais depuis il n'y avait plus trop rien eu par rapport à ça. Mais depuis la sortie du livre d'Aurélie Preston Brisé, il y a eu des vagues d'harcèlement envers Aurélie mais aussi envers Neouda. Aurélie a été invitée sur TPMP, elle a été invitée chez Samzira et sur d'autres médias et elle racontait encore et encore l'histoire et l'horreur qu'elle a vécue dans les anges à cause de certains candidats, etc. Donc la majorité des harceleurs d'Aurélie ont fait leur mea culpa, mais Neouda, comme je vous l'ai dit chez Samzira, elle avait un avis assez tranché. Elle disait: quand elle a fait son acte, je ne pense pas qu'elle pensait à moi. À mon avis, Aurélie n'a pas eu une vie simple, on ne s'apprécie pas. Je ne suis pas hypocrite, ça ne m'a pas fait de peine car j'ai tout de suite reçu un tas de haine. J'étais en train de me faire défoncer, on m'a dit que j'aurais sa mort sur la conscience. Et en fait, comme je vous le dis, la sortie du livre a relancé la machine parce qu'elle est venue faire la promo un peu partout, donc elle a parlé de cette histoire et les gens ont tout de suite commencé à aller insulter et critiquer Neouda tout de suite. Et donc Neouda a décidé de reprendre la parole et de porter plainte contre Aurélie Preston. Elle dira: demain je contacte mon avocat et sur la tête de mes enfants que cette personne va assumer de me mettre sa TS sur le dos. On va voir si la justice donne raison au harcèlement qu'elle a enclenché envers moi et mes enfants. J'ai bon dos mais il est hors de question que je recommence mes crises de larmes et de nerfs devant eux parce que je suis poussé à bout et que vous êtes instrumentalisé. J'ai reçu une lettre écrite de menace sur mes enfants. Neouda, stop, arrête de parler d'Aurélie, stop, Neouda, s'il te plaît, et tout. Je veux bien, mais je vais faire tant que vous n'arrêterez pas de m'envoyer des messages chaque minute, chaque heure, pour me menacer, m'insulter, me tenir responsable, me souhaiter la mort, etc. Je n'arrêterai pas de parler d'Aurélie. Ce qu'Aurélie a insinué, ce qu'Aurélie n'a jamais contredit, que je reçois des tonnes de messages. Déjà. Donc parce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours, du coup, moi, je dois rien dire et je dois subir. Mais ça veut dire que ça va aller loin, cette histoire. Je vais me défendre. Donc hier, je vous parle de mon intention d'aller porter plainte. Donc c'est pas mon intention d'aller faire du mal à Aurélie. C'est l'intention d'aller de demander à la justice de cesser ça en fait. Parce que c'est dans mon droit. Après ces messages que je poste sur mon Snap, je reçois un message de Sam qui me dit: coucou Neouda, Aurélie voudrait te parler. Elle m'a envoyé un message, est-ce que je peux lui donner ton numéro? Du coup j'ai dit non, voilà, je m'en bats les couilles de vous tous là, faut me laisser tranquille. Je précise que selon mes recherches et selon ce que j'ai vu, sur aucun média, Aurélie n'a directement dit Neouda, elle n'a pas mentionné son nom, elle n'a pas dit quoi ou qu'est-ce ou peu importe, elle a absolument rien dit, mais malheureusement, elle a quand même réagi en story après la plainte. Sur ses stories, elle dira qu'elle pensait que son projet était bien, qu'elle voulait juste faire du bien, qu'elle voulait dénoncer sa parole et se libérer, qu'elle a jamais mentionné personne et que, c'est abusé de dire ça, d'aller porter plainte pour harcèlement alors qu'elle n'a jamais donné de nom. Elle disait d'ailleurs: je n'ai jamais mentionné de nom ou de prénom, j'ai juste expliqué les répercussions qui peuvent se passer à la suite d'un tel tournage. Je n'ai jamais de ma vie incité au harcèlement et je ne le souhaiterais même pas à la personne la plus mauvaise du monde. Je n'ai d'ailleurs jamais repartagé d'extraits ou autres pour que ces personnes ne subissent pas ça. Elle disait: j'essaye d'être bien, ce projet de livre est venu à moi, j'ai une connexion incroyable avec Lou, c'était hyper important pour moi car j'ai appris et en même temps de mon histoire après 30 ans de questionnement et comme vous le savez, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. J'ai pris du plaisir, ça a été une thérapie, j'ai compris beaucoup de choses sur ma famille et trouvé des lettres, 3 semaines de travail acharné et des blessures à penser. J'avais retrouvé de l'espoir mais encore une fois je n'ai apparemment pas le droit d'être en paix. Je suis contre le harcèlement sur n'importe quel être humain, s'il vous plaît, j'essaye de m'accrocher à la vie. Et en fait ces stories et tout ça c'est arrivé au moment où je parlais avec elle pour savoir si faire un sujet sur elle la dérangeait ou quoi que ce soit et c'est quand je vous avais dit qu'elle m'avait confié être extrêmement mal et extrêmement triste et j'avais pas tout de suite fait le lien et j'ai vite compris que oui ça parlait de ça et en découvrant les stories de Neouda par rapport à la plainte, Aurélie a craqué lors d'un live Instagram, elle était dans les bras de sa grand-mère, elle éclate en sanglots et elle dit: je veux dire aux gens qu'elle est partie voir Samzira quand j'étais à l'hôpital, mamie elle veut m'attaquer pour harcèlement, je n'ai jamais repartagé d'image, je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Je vous laisse regarder, c'est absolument poignant. Je veux dire aux gens, j'étais à l'hôpital, elle est partie pour Samzira. Non, Mina elle veut m'attaquer, je n'ai jamais repartagé d'image, je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Seulement c'est elle qui te... Mais c'est le monde à l'envers, tu arrêtes ça. Je n'aimerais pas en fait. Tiens, viens mon bébé, viens. Viens mon bébé. Mon trésor. Hein? Non, mais attends.
Malheureusement, à cause de ce live, beaucoup de gens vont se désolidariser d'Aurélie Preston en disant que filmer ses larmes sur internet n'est peut-être pas crédible dans ce genre de situation. Moi, je pense que c'est juste une habitude et qu'encore une fois, elle l'a toujours fait, elle crie à l'aide sur les réseaux sociaux, donc peut-être que cette fois-ci, c'était aussi le cas. On entend également la grand-mère qui parle dans cette vidéo. Elle dit que pourtant c'est elle qui la harcèle et que ce n'est pas juste. Et suite à ce craquage, les internautes se sont indignés face à Neouda en disant « Neouda me dégoûte, mais tu es qui toi? Cette femme, elle a mal en ce moment, comment ose-t-elle » C'est quoi son problème à Neouda? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Waouh, mais je suis choquée, c'est très très grave, quelle honte. Que pensez-vous de la réaction de Neouda et de son attaque? Moi je trouve que c'est quand même un peu gros parce que Aurélie elle a jamais cité personne, elle a pas donné de nom, elle a jamais partagé d'extrait, enfin elle a toujours tout laissé dans les mains de la justice en fait, elle a juste raconté son histoire à elle et je pense qu'elle a le droit de le faire sans citer les gens et Neouda en fait elle se cite toute seule à chaque fois parce que c'est la seule qui réagit, c'est la seule qui parle de tout, c'est la seule qui part au quart de tour et je trouve que selon moi Neouda réagit elle-même à son nom qui n'est pas cité. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle se prend la lumière toute seule alors que personne ne lui donne. Suite à ça, Aurélie avait fait des communiqués sur Instagram. Je vais pas vous les lire parce que ça va encore prendre extrêmement de temps. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a eu la fameuse nouvelle du 30 novembre avec le dossier qui est passé dans les mains de la justice par rapport à la grosse équipe. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai envie de dire que la lumière arrive pour Aurélie et qu'elle doit certainement voir le bout du tunnel. Encore une fois, je lui envoie tout mon soutien, tout mon courage, tout plein d'amour et n'hésitez pas à aller la soutenir sur les réseaux sociaux si jamais vous avez un peu de temps. Franchement, ça coûte 2 secondes d'envoyer de l'amour et n'allez pas harceler Neouda non plus, comme elle l'a dit Aurélie. Et je trouve que c'est très beau de dire ça, malgré le fait de ce qu'on a pu te faire vivre. Je trouve que c'est très beau de dire que même elle ne mériterait pas de l'harcèlement si elle parle d'elle ou quoi que ce soit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Aurélie souhaite de l'harcèlement à personne et c'est pareil pour moi, genre personne ne mérite ce genre de choses. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que cette personne ressort dans le négatif en ce moment ou quoi que ce soit qu'il faut aller s'acharner sur elle, c'est non. Il y a finalement eu un update. Hier, le 3 décembre, Neouda a expliqué qu'elle a discuté avec Aurélie. Les deux femmes se seraient réconciliées. Aurélie et moi avons discuté. Ce que nous nous sommes dit restera entre nous. J'ai tenté de comprendre sa position, elle en a fait de même. Bien que je nie le harcèlement et que jamais je ne me suis moqué d'Aurélie face à elle pour lui nuire volontairement. Malgré ce mensonge machiavélique qui a été raconté à son sujet, je n'aurais pas dû le prendre à cœur et être en conflit contre une fille qui était sans défense. Neouda comprend donc ce que Aurélie a subi lors des Ange 8, elle regrette d'avoir été influencée par les autres à cette époque et aujourd'hui les deux semblent avoir tiré un trait sur tout ça. On apprendra que Neouda a même retiré sa plainte contre Aurélie, c'est donc une histoire qui arrive à se régler en interne grâce à la communication et qui la clôture assez positivement. Deuxième dossier d'émission est le dernier, l'affaire Léo Grasset, qui dépasse désormais YouTube. J'ai payé l'article de Mediapart pour pouvoir vous en parler parce qu'il s'est passé de nouvelles choses. Donc je vais principalement citer l'article Mediapart et selon leurs informations, une des victimes, Léa, une étudiante de journalisme de 22 ans, aurait décidé de porter plainte pour viol dans un courrier envoyé au procureur le jeudi 24 novembre, donc là très récemment. Les faits dont elle parle remonteraient à l'année d'avant, du 1er au 2 novembre 2021. Elle a été interrogée et en fait, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte le mardi 29 novembre de chef de viol. Pour rappel, c'est pas la seule parce que 4 autres femmes avaient parlé de ça fin juin, août 2021. Elles parlaient de problèmes de respect de leur consentement. Elles parlaient aussi d'emprise, d'accusations assez différentes, mais en fait, il n'y en avait aucune qui avait décidé de porter plainte. Et là, on a eu une plainte. Léo Grasset a 23 ans, il tient la chaîne YouTube Dirty Biology. C'est un vulgarisateur et il est déjà visé par une enquête policière préliminaire qui a été ouverte en juillet dernier après la plainte déposée par une youtubeuse. Il a été questionné sur les faits. Il conteste absolument tout ce qui a été dit et il est pour l'instant présumé innocent, il faut toujours le rappeler, mais il avait vraiment indiqué contester tous les faits. Il n'a jamais souhaité répondre à Mediapart ni à personne d'autre jusqu'au moment où il a diffusé une vidéo YouTube 5 mois après tout ce qui est sorti. Donc là, il y a quelques jours, cette vidéo dure 34 minutes et dans laquelle il nie toute violence sexuelle. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc en fait ça fait suite. N'hésitez pas à aller voir l'actu de la semaine dernière. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisées et évoquaient une enquête qui allait sortir dans un grand journal. Et 6-7 mois plus tard, donc fin juin 2022, j'ai reçu un mail de 2 journalistes qui me demandaient de répondre à une série de questions dans un entretien filmé. Au départ, j'avais aucune raison de leur dire non et je me sentais enfin libéré du poids des rumeurs. J'allais enfin pouvoir donner ma version des faits. Et après tout, je fais confiance aux journalistes.
Il indique avoir trompé, menti et évoque des rumeurs pour quelques années chaotiques, mais seulement il ne revient pas sur le reste. Pour revenir à la plainte de Léa, elle raconte à Mediapart la rencontre qu'elle a eue avec lui, c'était lors d'un festival de journalisme à l'été 2021. Ils avaient une connaissance en commun, ils ont sympathisé, ils s'envoyaient de temps en temps des messages jusqu'à la fin août 2021. Elle dira qu'elle s'est laissée séduire par message et qu'en plus elle le trouvait beau gosse, mais sans plus, qu'ils ont juste plus trop de contact et qu'ils ont juste un respect pour l'un pour l'autre en fait, et qu'ils n'ont eu plus de contact du mois d'août jusqu'au 1er octobre 2021. Et ce jour-là en fait, elle va souhaiter à Léo un bon anniversaire et lui va répondre d'une manière assez osée qui ressemblait à une blague en fait, en disant bah, j'ai même pas de nudes d'anniversaire. En gros c'est ce qu'il aurait dit, et elle va dire que jusqu'à là bah, pour elle c'était simplement juste des blagues. Elle revoit Léo un mois plus tard, le 1er novembre sur Paris, ils sont avec des amis, il y a une soirée qui va se prolonger dans la nuit. Elle va dire qu'ils auraient beaucoup bu et on pouvait lire sur l'article de Mediapart, elle se sent gênée par moments, le youtubeur est parfois trop cru, il fait des blagues en parlant de sexe, il est très tactile, mais elle est quand même restée. Mediapart souligne qu'il y a des photos des échanges WhatsApp qui ont été vus par les enquêteurs de Mediapart et qui témoignent de ce qui a été dit. Après attention, encore une fois, ça peut être transformé, moi personnellement je ne les ai pas vus, mais je le souligne. Elle se souvient d'avoir demandé à rentrer chez elle, Léo aurait pris un VTC mais pour ramener à son hôtel et non pas chez elle, et en fait une fois arrivée là-bas, elle se rappelle même plus comment est-ce qu'elle serait rentrée dans cette chambre d'hôtel, elle se rappelle plus non plus qu'est-ce qui se serait passé exactement, mais elle dira que quand elle ouvre les yeux, Léo Grasset lui aurait intimé de se détendre avant de la paix et qu'ensuite elle a eu un trou noir absolument total et que le lendemain matin elle file en cours, elle se sent perdue, elle se sent pas bien, elle se sent stressée, elle vomit sur le chemin et elle va évoquer son trouble dès le lendemain auprès de plusieurs personnes. Mais en fait plusieurs jours vont se passer avant que son cerveau assimile que ce qu'elle a vécu n'était pas normal si les dires de Léa sont vrais. Encore une fois, je ne fais que citer Mediapart. Quoi qu'il en soit, des nouvelles par rapport à cette situation qui est très très grave. On parle d'une personnalité publique qui est accusée de faits très très graves, même s'il est toujours présumé innocent, il faut le rappeler. Il y a quand même des avancements, ça bouge, il y a des dossiers qui passent, des plaintes qui sortent, il y a des choses qui sortent et on aura peut-être un jour le fin mot de cette histoire. Personnellement, je trouve que, enfin je pense sincèrement, pas je trouve, mais je pense qu'on va devoir encore attendre un peu avant de savoir exactement tout ce qui s'est passé, ce qui a été vrai et faux. Je pense que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, mais au moins ça avance et franchement, via cette émission complète, c'est pour ça que je vous ai dit au début que ça se liait un peu tout ensemble, je suis content parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent par rapport à tout ce qui est audiovisuel, l'harcèlement, les plaintes, tout ça, peu que ça soit candidat télé-réalité, youtubeur, peu importe, on cherche, on creuse, on essaye de prouver oui, non, mais au moins les choses avancent et je suis vraiment content. Donc c'est pour ça que je veux terminer mon émission sur ça. Je passe en mode cocoon pour la dernière rubrique de cette émission, la découverte de la semaine. Aujourd'hui, encore une fois, pas de script, je vais vous parler à cœur ouvert, mais bon, vous verrez, ce sera un peu plus positif et joyeux. Enfin, c'était positif, mais pas très joyeux la semaine dernière. Mais cette semaine, j'ai envie de vous présenter quelqu'un qui est une youtubeuse qui m'a fait coup de cœur et dont mon copain aussi a eu un coup de cœur d'ailleurs. Il s'agit de Sleeping Beauty. Je ne sais pas du tout si vous la connaissez, elle est quand même assez connue sur YouTube. C'est une youtubeuse qui est française, elle est lyonnaise si je ne dis pas de bêtises. Son prénom est Marie et j'aime vraiment beaucoup l'énergie qu'elle dégage dans ses vidéos parce qu'elle est d'une douceur et d'une classe, mais c'est vraiment incroyable et je dévore chacune de ses vidéos littéralement. Elle nous parle de bien-être, elle nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. Elle nous donne aussi beaucoup de conseils pour être un peu plus, je dirais pas classe, mais soutenu dans notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de se coiffer. Et je trouve vraiment que c'est un univers qui est pas forcément sur YouTube et la manière dont elle apporte par exemple ses collaborations, son make-up, sa cuisine, enfin tout est vraiment doux, bien pensé, à voir c'est beau, c'est vraiment de la ASMR visuelle. Et si jamais vous travaillez à la maison ou quoi que ce soit, personnellement moi j'adore regarder ses vlogs et ses petites vidéos quand je travaille, j'écris, je fais un peu de montage mais que je n'ai pas le casque ou quoi que ce soit. Il y a quand même souvent beaucoup Sleeping Beauty en fond et je voulais vous le dire, vous la souligner, vous partager cette influenceuse parce que la semaine dernière on a parlé d'un truc assez grave. La semaine d'avant je vous présentais Stell ou François B, je ne sais plus, mais dans tous les cas cette fois je voulais revenir avec une créatrice et il s'agit de Marie de la chaîne Sleeping Beauty. Tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Si jamais son contenu peut vous intéresser, n'hésitez pas à dire que vous passez d'ici, ça fait toujours plaisir de voir mes abonnés qui vont voir d'autres contenus de par mes dires en fait, que vous découvriez d'autres personnes. Je suis content en fait de vous faire découvrir d'autres personnes, je crois que c'était surtout ça la phrase. Et cette semaine j'avais vraiment envie de vous parler de Sleeping Beauty, c'est vraiment un compte que je trouve apaisant et la personne a l'air vraiment apaisante, je la trouve extrêmement intelligente et très intéressante, donc voilà, c'était tout pour ça. J'espère sincèrement que ça serait une bonne recommandation pour vous. Je n'ai pas parlé de ça durant le tournage car je n'avais pas vu l'information, mais vous avez été nombreux
nombreux à me dire que la youtubeuse Stell et la youtubeuse Sleeping Beauty étaient dans une sorte de querelle en ce moment. J'ai enquêté et voici ce que j'ai trouvé. En effet, Stell avait pris la parole quant à son expérience en tant que consommatrice de contenu de Sleeping Beauty. Elle dira qu'elle avait arrêté de la regarder pour certaines raisons, mais qu'aujourd'hui elle y retourne. Absolument rien de méchant dans ses propos, juste une expérience personnelle partagée, je vous laisse écouter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais en train du coup de regarder une vidéo sur YouTube pendant que j'ai pris mon petit déjeuner, qui est une vidéo de la youtubeuse Sleeping Beauty. Si vous me suivez depuis quelques temps, parce que je pense que c'était il y a environ 1 an, parce qu'en fait ça fait très longtemps que je la suis, Sleeping Beauty, le fait que son contenu soit très carré, assez parfait, en fait ça me renvoyait ma propre imperfection. Par exemple, le fait que chez elle ce soit super beau, super propre, super bien rangé, ça me renvoyait au fait que chez moi c'était mal rangé et pas propre. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a pas trop longtemps, ils m'ont reproposé une de ces vidéos dans mon actualité. Et je me suis dit bon, allez regardons. J'ai adoré. Et j'ai dévoré toutes ces vidéos, dont beaucoup que j'avais loupées. Du coup, je suis remontée à cet été. De son côté, Marie de la chaîne Sleeping Beauty a décidé de répondre en vidéo, disant qu'elle trouve ça désolant d'être critiquée par une consort devant sa communauté. Je vous laisse écouter. Non seulement je trouve ça mais tellement pas sympa de la part d'une consœur de me critiquer comme ça devant son audience, mais surtout je ressens les commentaires de sa communauté vraiment comme une injustice, comme un petit coup de poignard en pleine poitrine. Sur ma chaîne, même si je partage une partie de mon quotidien, je me rends pas spécialement vulnérable. Je garde mon bouclier de protection, faut l'avouer, parce que j'aimerais en réalité que tout le monde m'apprécie, qu'elles perdent pas leur temps en regardant ma chaîne, qu'on apprend toujours quelque chose qui va nous aider, nous inspirer, ou tout du moins nous intéresser. Alors qu'on le répète sans cesse, on ne peut pas plaire à tout le monde. En effet, les commentaires sous la vidéo de Stell sont totalement atroces envers Marie et je comprends qu'elle ait pris la parole. Mais Stell n'a rien fait de mal à part partager son expérience personnelle. Dans tous les cas, Sleeping Beauty va utiliser cette histoire pour s'ouvrir un peu plus à nous montrer que non, elle n'est pas fake, donc ça rejoint la rubrique découverte de la semaine. N'hésitez pas à aller la découvrir. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission qui, je pense, a finalement été assez longue parce que j'ai dû couper 2 fois la caméra, j'ai 2 rushs de micro, je crois que ça fait plus d'1h30 que je tourne. Je pensais qu'elle allait durer 40 minutes, mais je crois finalement qu'elle va être plutôt longue. Donc je suis content et ravi si ça a pu vous plaire parce que je sais que vous aimez les émissions longues. J'attends évidemment tous vos retours dans les commentaires comme d'habitude, que ça soit au niveau du décor qui a un peu changé, de moi, de mon script ou peu importe. Tous vos retours sont les bienvenus avec respect comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et que vous voulez soutenir soit l'émission, soit la chaîne. Commentez avec le hashtag MTT en me disant ce que vous avez pensé de ceci. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et de me taguer dans les différentes actualités au fil de la semaine si vous voulez avoir la chance d'en voir une traitée dans l'émission. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous aime d'amour. Au moment où vous regardez ça, on a dépassé le 1er décembre. Donc j'espère que vous êtes assez enjoués par l'idée des vacances de Noël et surtout des fêtes en famille. Et même pour les personnes qui ne fêteraient pas Noël, juste avoir des vacances et des moments avec ses proches sans forcément fêter Noël. C'est ça que je voulais dire. Je vous aime très fort. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Mix the Tea ou à demain pour un nouvel épisode de Spill the Tea. Love you guys!